Je remercie Jean-Paul Ortiz en votre nom et je connais pas mal d'entre vous. Et je tiens à saluer mon collègue, le professeur Guerrier, avec qui je travaille régulièrement au Conseil national et qui est président du Conseil régional de l'Ordre de Languedoc-Roussillon. Voilà, donc, et je dois dire qu'en plus, on vous présente deux études dont il est co-auteur également. Donc, il pourra m'aider si cela est nécessaire. Donc, pour vous dire, on parle de démographie et l'objet du propos, c'est de partir du début. Comment les nouveaux médecins arrivent sur le marché? Quel est le recrutement? Comment se fait le recrutement actuellement des médecins qui arrivent pour travailler? Jusqu'à il y a quelques années, c'était très simple. Il suffisait d'avoir un diplôme fait dans nos universités et à 90%, c'était ces médecins qui venaient travailler chez nous. Actuellement, les choses ont beaucoup changé. Et donc, nous vous présentons, ce que je vous présente, on a essayé de le mettre en cohérence, ces deux études qui sont faites par le Conseil national de l'Ordre. Car ce qu'il faut savoir, et ça c'est une initiative que nous avons prise, le nouveau Conseil, depuis maintenant 3 ans, c'est de dire que la profession, si elle veut être entendue, c'est bien de faire des colloques, c'est bien d'avoir des idées, de faire des papiers de réflexion, mais surtout il faut faire des études pour prouver, lorsque l'on discute, l'état des lieux, ce qui se passe, avec des études qui sont vérifiables. Voilà, et donc j'ai essayé de vous présenter rapidement les 2 dernières études que nous avons faites au Conseil national et que nous avons présentées à la Journée nationale des qualifications il y a peu de temps. Donc, la première étude, elle porte sur 4 ans, 2009, 10, 11 et 12. Nous avons travaillé sur les voies de qualification, c'est-à-dire comment le médecin, quand il s'inscrit, a obtenu sa qualification. Je vous rappelle que depuis 2004, pour pouvoir être inscrit à l'ordre, c'est-à-dire pour pouvoir travailler en France, il faut être titulaire d'une qualification, dont la médecine générale. Et rappelez-vous que le DES de médecine générale a été mis en place en 2004, puis coordonné le premier DES à Toulouse, je suis un de vos voisins, et nous avons, à partir de ce moment-là, il a fallu rattraper les autres médecins qui n'avaient pas de spécialité. C'est pour ça que l'Ordre des médecins a mis en place des commissions régionales de qualification. Alors, on passe rapidement. Si on regarde les spécialités médicales, la filière spécialité médicale, il faut savoir que c'est 18 spécialités. Si on prend les 18 spécialités qui vont de l'anapath, la dermatologie, enfin je ne vais pas vous les décrire, la rhumato, l'hémato, tout ça, il y a 18 spécialités. Eh bien, si on prend ces 18 spécialités, on voit que sur 4 ans, donc l'étude faite sur 4 ans donne un peu plus de puissance à l'étude, parce qu'il peut y avoir d'une année sur l'autre des internes qui ont pris un peu de la disponibilité, certains qui n'ont pas pu continuer pour des raisons personnelles, mais le fait qu'on le fasse sur 4 ans, ça permet un peu de lisser et d'avoir une meilleure puissance sur l'étude. Eh bien, on voit qu'il n'y a que 52% de ces médecins qui ont des diplômes qui viennent de nos universités. Le reste, alors il faut y aller, le reste, vous avez les commissions de qualification. Alors il faut savoir que ces commissions de qualification, ce sont souvent des médecins à diplôme étranger, mais qui, avant 2004, étaient inscrits par le ministère par défaut en médecine générale. Ils étaient inscrits, quand on ne savait pas où les mettre, on les mettait en médecine générale, rappelez-vous, avant 2004. Donc, et ces médecins, après, demandent à avoir leur qualification. Nous avons ce que l'on appelle envers les PAE, les praticiens en autorisation d'exercice. Qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez ça? Ce sont les directeurs d'hôpitaux qui avait normalement, depuis fin décembre 2012, c'est interdit. Mais ce qui paraît que ça continue encore un peu. Le directeur d'hôpital, quand il a un problème de recrutement d'un médecin, a le droit de faire venir un médecin à diplôme étranger, même s'il n'est pas inscrit à l'ordre. Mais il travaille en principe sous la responsabilité d'un senior. Donc ces médecins, ils seraient à peu près, alors là, on n'a jamais de chiffre officiel, mais ils seraient à peu près 4 ou 5 000 en France, donc ce qui est quand même un lot extrêmement important. Ces médecins
travaillent dans les hôpitaux, il y en a beaucoup qui sont dans les urgences en particulier, et ils n'ont pas de spécialité, ils ne sont pas connus par l'ordre, et ils doivent s'inscrire après pour passer le concours, l'examen, c'est ce qu'on appelle la liste C des praticiens en autorisation d'exercice. Ils doivent passer l'examen, donc on ne les connaît que lorsqu'ils s'inscrivent à l'examen national. Avant, c'est juste localement où ils sont connus. Et c'est très difficile de faire le point. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est les praticiens en autorisation d'exercice, surtout que ces médecins n'ont pas de compétences reconnues. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la qualification qui reconnaît la compétence du médecin. Quand ils travaillent sous l'autorité d'un senior qui demande, là, il n'y a pas de problème, ils sont sous un statut d'interne. Mais on sait que dans les hôpitaux, souvent, le senior, il est muté, et il reste, il bouge, et souvent, le médecin, le PAE, reste sur place. Voilà. Ensuite, vous avez le régime général européen. Ça, le régime général européen, c'est pour les médecins à diplôme de l'Union européenne, qui sont dans l'Union européenne. Et là, bon, je rentre pas dans le détail, mais c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des automatismes pour 19 spécialités, et pour les autres, les médecins doivent passer devant une commission. Pourquoi? Parce que le problème des spécialités européennes n'est pas réglé. Nous avons 42 spécialités en France, la Commission européenne en reconnaît 54, et nous en avons 19 de communes. Ça veut dire qu'au niveau de la compétence, et ça c'est très important, c'est un problème de compétence professionnelle, avant pour faire de la médecine durable, il faut quand même être compétent dans son activité. Il faut savoir que la première notion de la compétence professionnelle, c'est le champ d'activité, ou le champ de compétence, on l'appelle. Le scope of practice des anglo-saxons. Eh bien, cette définition du champ d'activité, vous comprenez bien que lorsque l'on a 65 spécialités dans un pays et 42 dans un autre, il ne peut pas être le même si on s'appelle toujours dermato ou pneumologue ou cardiovasculaire. Vous voyez, ces problèmes qui sont inhérents à la mobilité des médecins et qui sont actuellement des problèmes de première instance. Donc, pour dire que sur ces 18 spécialités, nous avons sur l'étude, et ça vous pouvez, ces chiffres sont tout à fait officiels, nous avons pratiquement que la moitié des médecins qui sont recrutés pour travailler, qui sont inscrits, parce que ceux-là sont inscrits à l'ordre. Ceux-là, ce sont ceux qui ont passé les examens, qui sont venus, à qui on a reconnu la qualification, mais l'origine, la moitié ont un diplôme de nos universités. Donc, voilà un petit peu ce que je viens de vous dire. Alors, ensuite, on a fait une étude sur les postes ouverts à l'ECN et qu'est-ce qu'il en restait au niveau des médecins qui venaient s'inscrire 4 à 5 ans après au décours de la spécialité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on ne connaît pas le nombre de diplômes de médecins qui sont délivrés tous les ans par nos universités. On a eu la journée des qualifications, on avait le ministère, on a cherché partout. Il y a des chiffres qui existent. C'est les secrétaires généraux des universités qui font ça, le syndicat des directeurs administratifs des facultés. Ils font une addition, mais ce n'est pas officiel. Et il faut savoir qu'on ne le saura pas, parce qu'on a fait quand même une analyse, on a trouvé ça un peu gros. Quand même, on délivre des diplômes. C'est que l'université n'est pas toujours au courant de tous les diplômes qui sont délivrés. Parce que le coordonnateur du DES signe le diplôme à l'entête de la faculté. Il faut que le médecin soit chef de clinique ou autre qu'il aille quelque part. Il porte ce document à l'ordre qui lui le prend. On connaît le coordonnateur du DES. Il n'y a pas un problème de compétence là-dessus. On sait que le cursus a été fait, mais l'université n'est pas forcément au courant que le diplôme a été délivré. Ce qui fait qu'il n'y a pas de répertoire national des diplômes délivrés. Alors donc, on a été obligé de modéliser un petit peu, et dans cette étude, et en particulier avec Bernard Guerrier et Roland Parc, on a travaillé, on a pris les postes ouverts, et nous, on a étudié après, au décours des études, combien venaient s'inscrire à l'ordre dans cette spécialité. Et on voit que finalement, on a une cohérence qui est bonne à près de 10%. Parce que vous voyez, on avait 3240 postes qui ont été ouverts et on en retrouve 3190, on en retrouve pratiquement 3200. Donc je peux dire qu'au niveau de cette filière, on retrouve une cohérence parfaite entre les postes qui sont ouverts à l'ECN, ça c'est un résultat qui est important, et après le recrutement qu'il y a au niveau professionnel de ces médecins. Alors, si on part sur la filière chirurgicale,
il faut vous dire que ça représente 14 spécialités. Hein, chirurgie cardiovasculaire, maxillofaciale, infantile, CPRE pour notre collègue. Voilà. Donc, pour la filière, si on prend sur les 4 années de l'étude, de base de l'étude, on se retrouve, on est quand même sur des chiffres importants. Hein, c'est 2826 qualifications, hein, c'est pas rien. Hein. Tout à l'heure, nous étions à 6000 qualifications. C'est des chiffres qui sont quand même importants. On se retrouve ici à 57-60% de diplômes, avec toujours... Vous voyez bien que ces médecins qui étaient par la voie ordinale, qui étaient inscrits par défaut en médecine générale, c'était des chirurgiens. Seulement, on ne savait pas où les mettre avant 2004, on les mettait en médecine générale. Il faut dire que le fait d'amener, de faire en sorte que tout médecin doit être titulaire d'une spécialité, ça a quand même été une bonne chose pour la médecine générale. Et parce que c'était vraiment le fourre-tout où on mettait ceux où on ne savait pas où les mettre. Voilà. Donc, pour la chirurgie générale, nous sommes à peu près à 61%. Il y a une petite difficulté pour la chirurgie générale, c'est qu'il y a, pour les spécialités chirurgicales, c'est qu'il y a le desk de chirurgie générale, et après, il y a des desks 2 de chirurgie spécialisée qui sont qualifiants. Donc, ce sont les mêmes. Donc, on ne compte pas ceux qui ont obtenu le desk de chirurgie générale parce que ce sont les mêmes individus qui ont le desk de chirurgie générale et qui, après, vont faire une autre spécialité. Alors, la médecine générale, on y reviendra. On vous parlera de l'étude que nous avons faite dessus. Il faut savoir que là, par contre, ici, les commissions de qualification sont tout à fait authentiques, mais on ne peut pas l'interpréter parce qu'il s'agit d'un rattrapage. Ce sont, à partir de 2004, quand il y a eu le DES de médecine générale, on a demandé aux médecins généralistes qui avaient vraiment l'activité de médecine générale telle que définie par la VONCA, définie par le board européen, le board européen qui définit la compétence en médecine générale. Donc, ils sont venus s'inscrire et normalement, comme il y avait beaucoup de médecins, vous voyez, ça représente, là, on était à 10 000 médecins. On a, au lieu de faire en sorte que les commissions soient comme les autres nationales, on les a départementalisées. Par contre, si on prend les postes à l'ECN, il n'y a aucune cohérence pour la médecine générale. Et ça, c'était connu, mais au moins on peut le prouver. C'est que nous avons 3333 postes qui ont été ouverts et on n'en retrouve que 2100. Il y a un déficit de 1000 médecins. Par rapport aux postes ouverts, il manque 1000 desks qui viennent s'inscrire. Donc ici, en médecine générale, nous avons un déficit extrêmement important parce qu'il y a des médecins, des internes qui redoublent. Enfin, il y a eu, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'éléments sur lesquels que nous connaissons pour certains très bien, qui font en sorte que l'ouverture des postes ne s'accompagne pas en médecine générale de la mise sur le marché du nombre équivalent de médecins, alors que dans les autres spécialités, on prouve que c'est tout à fait le cas. Voilà. Et il y a une différence importante entre les postes ouverts à l'ECN et les qualifications de spécialistes en médecine générale. Ah, oui. Question. Bonjour. Du coup, j'aimerais revenir sur la diapositive précédente. J'ai du mal à comprendre ce que sont devenus les 1000 internes de médecine générale qui n'ont pas eu de DES. Ou alors ils n'ont pas fini leurs études et ils vont avoir un DES, ou sinon je ne vois pas quel... Ah mais on n'a pas fait l'étude, on n'a pas eu le temps de faire l'étude là-dessus. On l'a prouvé, peut-être, je ne sais pas si Bernard il a travaillé avec nous là-dessus. Ce sont des postes qui n'ont pas été choisis. Ce sont des postes ouverts. Il faut regarder le chiffre, c'est 3300 postes ouverts à l'examen national classant. Et compte tenu, vous savez aussi bien que moi, que quand vous arrivez au choix en médecine générale, tous les futurs internes ne le prennent pas et préfèrent retenter un nouveau concours pour aller dans une classification, dans une qualification qui leur correspond mieux. Et la deuxième chose, c'est le droit au remords. C'est-à-dire qu'on part en médecine générale et après, on essaye vers une autre filière. Oui. Depuis l'an dernier, il n'y a plus la possibilité de redoubler le 7. C'est ça, oui. Oui, ça on le...
Ça porte sur les années, les 3 ans avant, hein, on est d'accord. Ça, c'est pour remédier à cette anomalie qu'il a été interdit maintenant de pouvoir repasser. C'est bon? Je poursuis? Oui, on vous posera d'autres questions parce que non, mais on vous les posera après. Mais enfin, s'ils veulent, on peut les poser. D'accord. Vous pouvez intervenir à tout moment. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprécisions. Enfin, ou en tout cas, on a besoin de vous demander de préciser un certain nombre de choses. Oui. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ça, vous pouvez le prendre. Ce sont des chiffres vrais. Après, quelle explication peut-on en tirer? Quelle étude? Je peux vous dire que là-dessus, ça n'a pas été fait. Parce qu'il faut le faire. Mais peut-être qu'on peut le faire avec d'autres. Alors, rapidement, pour vous donner 2 exemples, là on prend sur une spécialité. Vous voyez que si on prend par exemple le radiodiagnostic, qui est une spécialité médicale, ça correspond à la filière. Hein, voilà, donc je ne veux pas passer trop de temps. Par contre, si je prends une spécialité comme la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, eh bien c'est totalement sinistré parce que vous voyez que simplement 47%... non, 35%, pardon. 35%. Bon, c'est que sur 131 qualifications. Mais vous avez il n'y a que 35% des chirurgiens thoraciques qui sont venus sur le marché travailler ces 4 dernières années qui avaient un diplôme de nos universités. Tous les autres étaient des diplômes étrangers. Donc, à plus de la moitié. Donc, vous voyez, ça va modifier aussi un certain nombre. Ça, c'est la réalité. C'est des chiffres qui ont été publiés, que vous avez. J'ai donné d'ailleurs le document à votre président. Il est sur le site du Conseil national. Alors, si on prend toutes les spécialités confondues, hors médecine générale, bien entendu, parce qu'il s'agissait d'un rattrapage, toutes spécialités confondues, vous voyez que nous sommes, hors médecine générale, à 67% de diplômes de nos facultés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas parlé de toutes les filières. Il faut savoir qu'il y a beaucoup maintenant de spécialités qui sont filiarisées dès le CN, la psychiatrie, la santé publique, il y en a l'obstétrique, enfin, il y en a 6 ou 7, je pense, qui sont filiarisés. Voilà. Alors, pour terminer, je vous présente une autre étude sur la médecine générale. Pourquoi sur la médecine générale? Ben, à cause du volume que représente la médecine générale. Vous savez, on va vous parler tout à l'heure de notions démographiques pures. Globalement, 220 000 médecins en activité. Avec les retraités, au jour d'aujourd'hui, 265 000. Activité, 220 000 médecins en activité. Généralistes, 103 000. Voilà. Un peu moins de la moitié. Enfin, mais vous allez voir un peu que cette réalité de 103 000 est tout à fait disparate et ne représente pas l'activité de médecine générale. C'est ce que nous avons démontré dans cette étude. Voilà. Donc, je vous ai un peu parlé de l'ECN, je passe un peu plus vite, mais on pourra répondre aux questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la médecine générale, oui, je vais vite, donc dans la médecine générale, en fait, il y a 3 niveaux de médecins généralistes. Il y a ces médecins généralistes qui ont un titre non qualifié en médecine générale, ça c'était avant 1991. On était docteur en médecine, on pouvait être chirurgien, docteur en médecine, on avait le droit de dire qu'on voulait faire la médecine générale, c'était acquis, c'était avant 1991. Les médecins généralistes ayant un titre qualifié en médecine générale, c'était les résidana. On était qualifié en médecine générale, et il y a même eu certains qui ont eu le titre d'interne en médecine générale à un certain moment. Et surtout, depuis 2004, il y a les médecins généralistes spécialistes en médecine générale. Vous voyez, ça représente quand même 102 000 médecins, hein, 102 657. Et nous avons, si on prend que ceux qui exercent en libéral, vous allez voir, il y en a 31%. Je vous reviendrai là-dessus. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que sur ces 102 000 médecins, si on prend les médecins qui sont spécialistes en médecine générale, c'est cela, vous voyez, vous en avez 38 000, on est à peu près à 40 000. Donc, quand on sait que la médecine générale telle qu'elle se pratique, médecin praticien libéral, c'est celle qui est vraiment efficace pour la médecine générale, c'est pas 103 000. Ça, c'est faux. Et c'est connu partout. On dit, ah, mais il y a 100 000 médecins généraux. Non, il y en a 40 000. D'abord, ça, c'est évident, les chiffres sont là, je crois que nous, on le sait tous, mais ça passe pas forcément partout, et même chez nos plus hauts responsables. Alors, les 102 000 spécialistes par fonction principale,
Donc, voyez bien, c'est ce que l'on disait. Il y en a, sur les 102 000, si on prend 61 000, mais ceux-là, dans ces 61 000 qui sont en libéral, il n'y a pas que des médecins généralistes, il y en a qui sont libéraux, qui font de la médecine générale. Ils peuvent avoir d'autres activités. Donc là, il y a un problème aussi là-dessus que nous devons voir. Donc si on prend les 40 000 qui sont spécialistes en médecine générale, on vient sur ces 40 000, là effectivement, nous en avons 80% qui sont en libéral. Mais nous en avons une bonne partie, vous voyez, qui sont quand même hospitaliers ou qui sont salariés. Bon, les remplaçants peuvent être intégrés dans le médecin libéral. Si on prend... Alors ça, c'est intéressant parce que si on prend les médecins qui ont le DES de médecine générale, donc ceux-là, ils ont le DES de médecine générale, ils sont sortis 3 ans après 2004, ils sont sortis à partir de 2007, on les a tous pris. À partir de 2007, on a pris que deviennent ces médecins. Normalement, ils ont un DES de médecine générale, c'est une filière de médecine générale, c'est pour être inscrit en libéral, puisqu'il n'y a que globalement à 99%. Eh bien, vous voyez que ceux qui ont le DES de médecine générale, il n'y en a que 30 il y en a que ici, vous n'en avez que 28% qui sont en libéral. Et vous en avez une grande partie qui est hospitalier. Donc ceux qui ont le DES de médecine générale et qui sont là pour faire de la médecine de premier recours se retrouvent hospitaliers essentiellement. C'est des médecins qui sont des urgentistes, c'est des médecins qui sont hospitaliers, qui sont médecins vasculaires, qui sont nutritionnistes dans les hôpitaux, voilà, ce sont des hospitaliers. Donc je veux dire que même en ayant fait ce DES pour alimenter la médecine générale, on a actuellement, et ça c'est depuis ces dernières années, un gros problème de recrutement au niveau du libéral. Et alors là, on a fait une petite étude sur les postes ouverts à l'ECN. On va vous poser une question, M. Nicodème. C'est la dernière diapo. Hein. D'accord. C'est la dernière. Terminé. Donc, 12 000, le nombre de postes ouverts depuis le début. Eh bien, si on regarde quels sont ceux, les spécialistes en médecine générale qui exercent en libéral, on n'en a que 1352. Et on sait bien, on a bien vu qu'il y avait que parmi les postes ouverts, tous ne sortaient pas. Et sur les 4000 qui sortent, nous n'en avons que 1352 qui sont en libéral. C'était la diapo précédente, les 1352 que vous retrouvez ici. Voilà. Je vous remercie. Alors on va vous applaudir et puis on va vous demander... Professeur Nicodème, il me semble que les médecins généralistes qui sont remplaçants sont aussi des libéraux. Oui. Donc on ne peut pas clairement les séparer d'un côté libéral, d'un autre côté remplaçant. Mais ils sont c'est-à-dire que quand ils remplacent un autre médecin, donc ils remplacent un libéral. Donc c'est pas un libéral de plus, si tu veux. Ben c'est quand même des libéraux en plus. Les médecins libéraux qui prennent des vacances, quand ils prennent des vacances, ils sont pas là. Quand il y a un remplaçant qui les remplace, ils font une activité médicale à leur place. Oui, mais enfin, ça touche une assez faible minorité, non? Ça touche combien de personnes? Si, il y en a, c'est autour de, ils sont autour de, je vais vous les montrer, 10-15%, je crois. Oui, c'est 15%. Est-ce qu'on peut éclairer peut-être la salle un tout petit peu pour qu'on voit? Est-ce qu'il y a des questions? En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des études qui sont faites, tous les remplaçants ne s'installent pas en libéral. Il y en a qui prennent des postes après. Hein. Ça, c'est évident. Et alors, c'est vrai qu'il y en a qui prennent des postes hospitaliers qui, après, au bout d'un certain temps, reviennent en libéral. Mais ça, c'est très difficile à voir. Mais il faut qu'on travaille dessus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais vous avez des libéraux qui, après, prennent des postes en hospitalier. Donc, je veux dire que l'étude, là, pour aller plus fin dans l'étude, c'est assez compliqué. Oui, voilà. Alors on est extrêmement frappé quand même par à la fois la qualité du travail que vous faites, mais en réalité par les incertitudes et les imprécisions, malgré tout, de la connaissance que la France, Madame la directrice, Madame la députée, que la France a de la réalité de sa médecine. Aujourd'hui, on est extrêmement frappé. Martine Aoustin, qui ne refuse absolument aucune question, nous donnera quand même son commentaire tout à l'heure. Allez-y. Excusez-moi, une question très rapidement. Vous évoquiez le fait que parmi les postes que vous évoquiez, il y en a certains qui prennent un exercice salarié, mais dans le nombre d'ouvertures de postes qui est géré par l'ONDPS, on prend en compte ce facteur-là. On prend en compte le nombre d'internes qui prendront la médecine générale et qui se destineront au salariat. Donc dans l'impact du départ dans le salariat,
de mon point de vue en tout cas, ne joue pas forcément dans l'impact sur la démographie médicale après, parce que ce facteur est pris en compte. Mais attendez, l'impact sur la démographie médicale, en fait, c'est pas ça. L'impact sur la démographie médicale, c'est de dire, on fait des prévisions en ouvrant des postes au numerus clausus et tout, et en fait, il y en a la moitié supplémentaire qui viennent de l'extérieur. C'est ça la réalité du recrutement démographique. C'est ça. Vous en avez peut-être pas la moitié, mais les chiffres, on l'a fait par filière, mais vous avez 30 à 40% de médecins supplémentaires qui viennent de diplômes étrangers. Ça, c'est la réalité. Donc, quand on fait des prévisions sur l'ouverture des postes au numerus clausus, on occulte complètement cette venue supplémentaire. Et alors, ce qui est important, ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de compétences professionnelles, moi, je veux bien, on dit, bon, allez, les médecins, à partir du moment où ils sont qualifiés, ils sont tous compétents. D'accord. À ceci près quand même que, ne serait-ce que sur le champ d'activité, des médecins qui n'ont pas le même champ d'activité n'ont pas la même compétence, c'est obligatoire. Et ils n'ont pas la même culture médicale. Parce qu'il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent de pays européens. Bon, là, c'est plus proche. Ils n'ont pas, même avec toutes leurs compétences, ils n'ont pas la même culture. Ils n'ont pas la même approche. Et ça modifie le corps sanitaire, ça. Et ça, s'il faut le prendre en compte. Il ne faut pas faire comme on fait pour la démographie. Il y a 20 ans, on disait, oh, il y a trop de médecins, on dépense trop, puis on a diminué le numerus clausus, on s'est retrouvé dans des difficultés actuellement. Actuellement, on sait qu'il y a ce phénomène, on sait que ça va modifier le corps sanitaire, on sait qu'il y a des endroits où il y a plus de médecins à diplôme étranger que de médecins qui sortent de nos diplômes, ce qui veut dire que la pensée médicale globale, la formation, l'aptitude que nous avons à soigner les patients, elle va être modifiée et les patients auront une vision différente du corps sanitaire. Bien sûr, vas-y. J'ai quand même une question dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle, s'il vous plaît. Ayons un débat rapide. Oui. Je vais me permettre de pondérer un peu ces propos. Premièrement, bon, on sait que le taux d'installation est à peu près le même que celui qui a 10 ans. La seule chose qui change, c'est l'âge de l'installation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins généralistes s'installent en moyenne à 39 ans et les autres spécialités s'installent à 41 ans. Donc la problématique qu'il y a à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que l'âge de l'installation a reculé et pas tellement quelle est la problématique de l'attractivité de l'exercice libéral et ambulatoire, sachant que le libéral et l'ambulatoire sont quand même deux choses différentes. Concernant nous, il y a la semaine dernière, il y avait justement à l'ONDPS la réflexion sur la répartition des futurs médecins dans les différentes spécialités et sur les différentes subdivisions, et a été évoqué par le docteur Omestin, qui est chargé au niveau de l'ordre national de la démographie médicale, de cette problématique des médecins étrangers. Il faut aussi savoir que dans les médecins qui sont actuellement en train d'être inscrits à l'ordre, il y a aussi beaucoup de médecins qui sont déjà en exercice, et que ce qu'on dit comme des arrivées importantes, ce n'est qu'une régularisation de quelque chose qui existe déjà. Donc il faut aussi pondérer, c'est-à-dire que ces médecins-là font déjà partie de l'offre de soins sur le territoire. Des médecins à diplôme étranger, c'est pas des médecins qui arrivent, ce sont des médecins qui sont sur le territoire, qui exercent actuellement et qui n'ont pas reçu la qualification. Donc c'est des médecins qui font déjà partie de l'offre de soins. Et c'est qui sont pas, oui, mais qui exercent qui exercent tout de même. Donc après, je pense que au niveau de l'ONDPS, et à mon avis, il y a une problématique qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que on est toujours dans cette séparation entre médecine générale et autres spécialités dans la répartition des postes ouverts aux ECN. Alors qu'effectivement, le mode d'exercice des médecins généralistes aujourd'hui a changé, comme celui des autres spécialités, et peut-être qu'il faudrait plus réfléchir en termes d'offres hospitalières et d'offres ambulatoires, et comment cette offre est répartie sur le territoire. On sait aujourd'hui, en termes de démographie médicale, que l'offre libérale est la mieux répartie sur l'ensemble du territoire, et que c'est cette offre-là qui permet d'éviter, qui permet de réduire les difficultés d'accès aux soins pour les patients. Donc effectivement, plutôt que de réfléchir en termes de nombre de spécialités à former, peut-être il faudrait réfléchir en termes de quel est le mode d'exercice que vont exercer les futurs médecins. Et donc, parce que même, par exemple, une autre spécialité qui peut poser problème en termes de démographie, c'est la psychiatrie. Il y a beaucoup de psychiatres qui vont partir à la retraite, et actuellement, les jeunes psychiatres vont plutôt vers une activité hospitalière et plus du tout libérale et ambulatoire. La difficulté, c'est effectivement, et la NEMF l'avait souligné, c'est que dans nos études, le fait que maintenant tout le monde fait l'internat, donc reste à l'hôpital de plus en plus longtemps, on n'a plus du tout cette vision de ce que c'est que l'exercice ambulatoire. Alors effectivement,
Il y a eu un engagement de la ministre qui est celui de faire découvrir le stage en médecine générale dès le 2e cycle. Je pense que même, et je pense qu'il faudrait aller même plus loin, peut-être plus 1 voire 2, mais après il faut aussi qu'il y ait des maîtres de stage agréés pour recevoir les étudiants. Et même pour les autres spécialités, c'est aussi important qu'on puisse voir ce mode d'exercice, puisque effectivement, tant qu'on n'a pas vu, c'est très difficile de se faire une idée de quel est l'exercice en libéral, qu'est-ce que ça comporte, quels sont les avantages, quels sont aussi parfois les inconvénients. Je pense que c'est très important de se faire une idée. Question, on va faire un dialogue, et puis vous allez répondre, M. Guerrier. Jean-François Girola, président de l'URPS Médecins Libéraux, région PACA. 52% de nos médecins qui ont un diplôme issu de nos universités. C'est un chiffre qui, quelque part, me fait... Au même moment où nous matraquons un certain nombre de nos jeunes étudiants en première année en leur demandant des moyennes astronomiques de l'ordre de 15 sur 20 au concours, derrière, qu'il y a un certain nombre de médecins à diplôme, je dirais même pas à des diplômes non européens, de pouvoir venir et exercer. Je suis surpris quand même, puisque nous avons des représentants des associations de patients, que ces associations ne se soient pas inquiétées de ce phénomène-là. Car aujourd'hui, dans certains établissements, les patients et nous-mêmes, si nous sommes reçus en urgence, nous sommes pas sûrs d'être reçus et soignés par un médecin à diplôme européen. C'est un véritable problème de santé publique. L'autre problème qu'il faudrait peut-être envisager maintenant au niveau de la démographie médicale, c'est le problème des équivalents temps plein, car nous savons combien nous avons de diplômés, nous ne savons pas combien nous avons d'équivalents temps plein pour l'exercice. Donc ça, c'est un sujet qui est très, très intéressant. Et enfin, le dernier sujet, mais alors là, c'est un sujet très polémique, et je sais qu'il est un sujet sensible, qui m'est sensible, qui est sensible aussi aux internes, c'est le problème du conventionnement sur notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le seul pays européen où le diplôme de docteur en médecine vaut conventionnement. Ce qui fait qu'effectivement, ça a un effet attractif très important pour bon nombre de médecins d'autres pays. Donc ça, il faudra qu'un jour ou l'autre, on s'assoie autour d'une table et que l'on discute sur ce sujet. Trois sujets. Allez-y, complétez, et puis on va essayer de... Je voulais... Allez-y, M. Guerrier, c'est bien, ça marche. Je voulais pondérer un petit peu, vous aussi, vos débats, parce que est-ce que vous pouvez savoir, pendant votre internat, enfin du moins quand tous les internes que j'ai vus se succéder dans le cadre de ma profession, ne savent pas s'ils vont faire du libéral ou un exercice salarié. Dans ma spécialité, par exemple, quand je forme un interne et que je forme un chef de clinique, je ne peux pas dire après... il va choisir un poste de praticien hospitalier où il va s'installer en libéral. Donc c'est très difficile de prévoir le mode d'exercice et de prévoir les postes en fonction du mode d'exercice. Parce que... Oui, mais prends un micro. J'ai pas de micro. Avant, quand il y avait... À l'époque du CES, quand il n'y avait pas le tout internat, même pour les autres spécialités, quelqu'un qui allait vers le CES savait qu'a priori, il allait vers une activité ambulatoire ou libérale. Aujourd'hui, effectivement, il y a cette difficulté et... il y a une enquête qui va sortir qui va montrer qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes médecins envisagent une activité salariée, avec exercice mixte pour la plupart d'ailleurs. Mais effectivement, et je pense que c'est vraiment en termes, au niveau de la politique de l'offre de soins, c'est quelque chose à prendre en compte, puisqu'on sait que l'offre de soins hospitalière n'est pas très bien répartie sur le territoire, et que si on ne compte que sur l'offre hospitalière, on va se retrouver vraiment devant des difficultés d'accès aux soins. Donc effectivement, la difficulté, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir dès les études à quelle pourrait être la proportion avec une formation qui va avec, c'est-à-dire aussi parce qu'on n'a aucune formation, comment gérer un cabinet, qu'est-ce que c'est manager une équipe, puisqu'on veut aussi monter des maisons pluriprofessionnelles, sauf que monter des maisons pluriprofessionnelles sans avoir les compétences en termes de management, ça va être très très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus créer des maisons vides dans 10 ans avec des médecins qui sont tous partis chaque coin de la France. Donc c'est toutes ces compétences à acquérir qu'aujourd'hui on n'acquiert pas du tout, puisqu'on a une formation qui est très organiciste. Voilà, merci. Vous vouliez intervenir Président, allez-y. Non, deux petites choses, et je vais être très rapide. Alors, la première chose, c'est effectivement, dans un pays administré comme la France, c'est quand même plus que surprenant de voir qu'on ne peut pas mettre des chiffres l'un en face de l'autre, en termes d'université et d'inscription à l'ordre. C'est quand même aberrant. C'est aberrant. Bien. Deuxième chose. On a des problèmes de micro. Il y a des problèmes avec l'orientation du micro. Dans les chiffres que vous avez donnés, qui sont certainement des chiffres vérifiés,
Enfin, moi je pensais avoir des idées claires et simples sur le nombre de médecins généralistes inscrits en libéral. La Caisse nous donne un certain nombre de chiffres qui sont aux alentours de 55 000. Là, je ne m'y retrouve absolument plus. On s'y retrouve pas. D'autre part, on a oublié ce que nous appelons les médecins qui pratiquent des expertises particulières, qui ne sont classés nulle part, et ils sont nombreux, ils sont très nombreux, et ils participent à l'offre de soins aussi. Faut pas les oublier. Et enfin, on a l'impression avec vos chiffres que pratiquement, puisqu'on était à 100 000 médecins généralistes, la moitié ou plus de la moitié sont hospitaliers. Je ne sais pas s'il y a autant de postes en médecine générale dans les services hospitaliers. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Les étudiants pourront nous en parler quand même. Donc, tous ces chiffres-là, c'est une avalanche de chiffres, je pense que demandent à être interprétés. Oui. Oui, une remarque, Robert, tu m'en voudras pas, mais je crois que sinon on comprend pas bien. Les chiffres que tu as présentés, ce sont les chiffres que déclare le médecin titulaire d'une thèse lorsqu'il s'inscrit au Conseil de l'ordre. Donc par rapport au statut, remplacement, salarié, libéral, etc., qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? C'est que le jeune médecin, et nos confrères le savent bien, quand ils s'inscrivent au Conseil de l'ordre, souvent ils s'inscrivent en prenant provisoirement un poste hospitalier, tout simplement. Prenons l'exemple que tout le monde comprend bien, c'est les chefs de clinique. Un chef de clinique qui passe sa thèse, il s'inscrit au Conseil de l'ordre, il s'inscrit comme hospitalier puisqu'il est salarié. Il va rester 2 ans chef de clinique et puis après il va faire autre chose. Donc voilà. Alors ce qu'on devrait progressivement savoir, et c'est ce qui n'apparaît pas pour l'instant parce qu'en France personne, et dans cette union on s'y est cassé les dents, Dominique tu le sais bien, on n'arrive pas à avoir une photographie exacte de l'exercice à un temps T0 en dynamique, à un temps T0, 1 an après, 2 ans après, etc., de ce que font chacun des médecins. Est-ce qu'ils sont en statut libéral? Est-ce qu'ils sont en statut salarié? Est-ce qu'ils sont mixtes? Quel est leur temps de travail? Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc c'est vrai que ça, c'est difficile. Moi, ce qui me frappe dans ta présentation, c'est effectivement la problématique du numerus clausus. Parce que la problématique du numerus clausus aujourd'hui a été une problématique où on a pris les choses à l'envers, où on s'est dit, de droite comme de gauche, tous dans le même panier, on va réguler les dépenses de santé en diminuant l'offre. Moins il y aura de médecins, moins on va dépenser. Ce qui est quand même aujourd'hui une immense connerie, excusez-moi le terme, mais enfin on se rend compte qu'on va dans le mur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec les problèmes de démographie médicale aujourd'hui, forcément la France constitue un appel d'air formidable pour des médecins qualifiés ailleurs, que ce soit en Europe ou que ce soit en extra-européen, en particulier pour faire tourner nos hôpitaux publics. Et une fois qu'ils sont dans les hôpitaux publics, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que la réalité c'est ça, eh bien ils demandent des qualifications, ils deviennent spécialistes en telle et telle spécialité, et on se retrouve aujourd'hui, et moi je trouve que les jeunes de 18 ans, ils sont gentils quand même. Parce que quand on voit ces chiffres et qu'on voit que dans les facultés de médecine, on assassine nos gamins qui sont 2500 en première année, qui a 200 postes en première année de médecine, et qu'on voit le résultat final, je trouve que les jeunes Français, eh ben, ils sont cool. Parce que ça, c'est quand même extrêmement décoiffant. Alors, 6 juin, les jeunes Français qui sont très cool. Bonjour. Enfin, ils sont très... Je voudrais simplement faire une précision. On parlait de ceux qui n'avaient pas eu encore le diplôme. Je voudrais simplement faire une précision. Pardon, madame. Voilà. Une précision pour moi qui ai passé la première année dans les années 90. Hein, donc il y a 20 ans, le numerus clausus, c'était moitié moins. C'était, suivant les années... Non, moi, la première année, c'était avant 90 même, mais entre 3500 et 4000, alors que maintenant, on est aux alentours de 7000. Voilà, donc ça a doublé. Moi, je me souviens très bien à l'époque, et je parle aux jeunes, je me souviens très bien qu'on me disait il y aura un déficit de médecins à partir de 2010. Et moi, j'ai commencé mes études en 87 et je me disais ça tombe pile poil au moment où j'exercerai, j'aurai 40 ans, ce sera parfait. Alors vous m'offrez une transition et vous avez parfaite. décidé de faire autre chose en plus. Alors vous m'offrez une transition parfaite. Alors je voulais d'abord poser une question de détail à Monsieur Nicodème. Dans les chiffres que vous avez
montré pour avoir le nombre, vous avez exposé le nombre de spécialistes en médecine générale. Voilà, sur une de vos diapositives, bon, c'est pas grave, on l'a tous en tête avec les 3 petits cercles. Mais donc, vous avez, du coup, dans le dernier chiffre, le cercle plus restreint, vous avez exclu les médecins qui exercent avec un résidanat en médecine générale? Non, ça c'est sûr. Il faut que vous preniez le micro, tout est enregistré. Excusez-moi. Non. Nous, à l'ordre, on est actuellement qualifiés spécialistes ou non. Ceux qui ont eu le résidanat, mais donc ça c'est ancien, c'était avant 2004. Donc ils sont installés. S'ils ont une activité pure de médecine générale, ils ont demandé leur qualification auprès du conseil départemental. Et on les retrouve donc, ceux qui ont eu le résidanat, qui ont été reconnus, qualifiés spécialistes en médecine générale, on les retrouve dans ce tableau. Oui, mais sur votre diapositive, vous avez, sur votre cercle plus restreint, indiqué des spécialistes en médecine générale. Mais c'est cela, tu les as là. Oui, non, mais c'est pas de cette diapositive-là que j'évoque, c'est votre dernière. Ah non, mais ça, c'est ceux qui ont eu le DES. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais ça, votre dernière diapositive... Ça, voilà. J'ai fait... Après, si tu veux, la deuxième, ça c'est tous les médecins aujourd'hui qui sont qualifiés spécialistes en médecine générale. Le chiffre tout à l'heure, c'est 60 000 qui sont en libéral. Mais là, après, il y a les MEP, il y a tous ceux qui n'ont pas été reconnus spécialistes en médecine générale, quand on prend les 60 000. Si on veut, là, on s'occupe des spécialistes qualifiés spécialistes. Donc, ça passe plus. J'ai un problème de. Il faut vous cliquer à côté parce que vous avez votre clic droit. Alors, l'autre diapo, si on peut me la passer, l'autre diapo, si on peut me la passer, c'est les 4000 DES qui sont sortis. Oui. Et ce sont tous les médecins qui se sont inscrits à l'ordre, et je suis d'accord, puisque nous, notre base de données, c'est l'ordinal et le RPPS, hein, c'est ça, notre base de données. Donc, merci madame. Donc là, tu as 4800 médecins qui ont obtenu le DES, et si tu prends tous ces médecins, tu vois, c'est vrai que non, il y a une bonne partie qui est remplaçant, il y en a 30% de remplaçants, mais ceux qui s'installent directement, qui ont envie d'être libéral directement, je suis désolé, c'est les chiffres que nous avons, et ça, vous pouvez pas le contester parce que c'est la réalité. Ah non, je conteste pas vos chiffres, mais encore une fois, j'évoquais votre toute dernière diapositive. C'est 28%. Mais bon, voilà. Et vous en avez des hospitaliers, mais les hospitaliers, c'est quoi? C'est les urgentistes, c'est tous ces types qui sont sortis, qui sont rentrés dans les hôpitaux. Alors, par contre, ma vraie question vient maintenant. Bon, alors, je préviens, vous avez demandé d'être un petit peu provocateur, donc allons-y. Donc j'annonce qu'après je me fais frapper. Il y a un autre chiffre que vous pouvez rentrer à corrida, n'est-ce pas? Il y avait un autre chiffre que vous pouviez ajouter là-dessus, c'est la différence entre le numerus clausus et les postes ouverts à l'ECN. Parce qu'il y a 12% des étudiants qui quittent les études médicales après avoir réussi leur concours de première année, leur concours de PSS, et avant de passer les ECN. Donc là, il y a un autre chiffre que vous pourriez introduire là-dedans, vous perdez également 12% en route. Au passage, ces étudiants-là n'ont rien. Du tout. Voilà, alors c'est les chiffres... Ce que tu dis, c'est intéressant, parce que les postes ouverts... Non, mais on est là pour travailler, hein, c'est pas... on est là pour réfléchir ensemble. Hein. C'est dire que les postes ouverts à l'ECN, est-ce que ça correspond exactement au nombre d'étudiants qui sont inscrits en quatrième année du deuxième cycle, ou est-ce que ça correspond Non, les postes ouverts à l'ECN sont calculés en fonction du nombre d'inscrits des 4. Donc c'est adapté. Voilà, donc il faut prendre en compte ce facteur de 12%. Par contre, là, la question qui fâche peut-être un petit peu, c'est que on sait que, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, le numerus clausus s'est fondé sur la théorie Canessaro sur la demande induite. Voilà, sur un article qu'il avait produit en 63, qui avait justifié le versant économique de la mise en place du numerus clausus. Mais il y a déjà une demande dans la commission dans la commission Debré qui a abouti au rapport Debré, une demande de cette mise en place du numerus clausus qui était basée sur cette idée justement de réduire la demande pour réduire cet effet de demande induite. Donc là, on voit bien, on voit, et vos chiffres le montrent tout à fait, que depuis on a inventé le LND, depuis on a inventé le processus de Bologne. Donc
on voit bien qu'il y a une situation d'échec sur le numerus clausus. Pourtant, ces médecins qui viennent, ils trouvent du travail. Sinon, ils ne viendraient pas. Donc, c'est qu'il y a bien une offre, c'est qu'il y a bien une activité. 25% des postes de PH ne sont pas fournis actuellement. 25%. Ouais, mais s'il n'y avait pas d'activité, ces médecins ne seraient pas là. Alors, je finis juste là-dessus. C'est que, du coup, il y a deux choses. Soit on reconnaît qu'on a échoué sur le numerus clausus, qu'on ne peut peut-être pas quantifier. En tout cas, c'est ce que vos chiffres nous évoquent. Alors après, bon, moi, je suis désolé, personnellement, je suis choqué de l'idée qu'un médecin qui est étranger, a priori, serait... pas forcément, mais en tout cas a priori, un médecin qui serait moins bon qu'un médecin formé en France, quoique je sois très content de la formation médicale, et je travaille beaucoup à son amélioration. Mais donc voilà, c'est un échec du numerus clausus, soit c'est le retour de la fameuse pléthore médicale, mais j'aimerais bien avoir la réponse du Conseil de l'ordre. Et pour finir, juste en quelques mots, je pense que le modèle qu'on devrait adopter, c'est ne pas peut-être avoir peur des médecins étrangers qui viennent travailler en France, mais peut-être justement déplorer le fait qu'on n'ait pas de médecins français qui aillent travailler à l'étranger, alors que la formation médicale française est si bonne. Peut-être que ça pourrait être un bon moyen de rayonnement international. Bravo Pierre, quand même, de poser les vraies grandes questions. Alors moi, je vous propose, sous la responsabilité du président qui n'arrête pas de me faire des signes, donc on va demander à Joy... Ah, c'est vous là. Allez. Parce que vous avez d'avoir le micro. Bien sûr. Juste une petite précision que je voulais donner. Il y a quand même une chose, je pense que le professeur Nicodème l'a bien dit, c'est le problème de la culture. Moi, j'y rajouterais un problème fondamental, parce que j'ai des patients qui m'ont déjà signalé, c'est le problème de la maîtrise de la langue. Et que ce problème de la maîtrise de la langue est un vrai problème. Bien sûr. Mais Dominique, on est à peu près conscient que nous réglerons, en tout cas nous traiterons de ces questions, notamment après la seconde table ronde, et notamment avec de grands spécialistes, notamment Yves Matillon ou Rachel Baucher, qui, je suis sûr, ont des idées là-dessus. Mais on redemandera quand même, Martine Aoustin reste avec nous, je crois, une bonne partie de la journée. Elle nous dira également, enfin, elle essaiera de nous dire pourquoi l'administration, pourquoi les responsables de la santé n'ont pas une idée aussi précise, ou en tout cas ne nous donnent pas une idée aussi précise que nous souhaiterions l'avoir de la réalité démographique de la médecine française.